Bon, bonsoir tout le monde et bienvenue. Donc, on va faire ce soir en fait une présentation sur le parcours client et le storytelling et comment en fait l'alliance des deux permet de booster ses ventes. Donc, on va expliquer le terme storytelling parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce dont on parle. Voilà, donc c'est Kevin et puis Gildas qui vont vous présenter cette thématique. Et puis à la fin, on aura une partie questions-réponses. Voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Et voilà, donc je laisse la parole à Gildas. Bonsoir, je m'appelle Gildas Boni, j'ai créé une société qui s'appelle Huberize. Huberize, c'est une société qui a pour vocation de créer un hub. Un hub, c'est des solutions, des composants digitaux pour ne pas se faire ubériser, comme vous l'avez deviné. Ce soir, on parlera du parcours client, du storytelling. Vous savez que le parcours client, c'est très important, que 70% des clients achètent par rapport à leur expérience. Et est-ce que vous savez que certains clients seraient même prêts à payer plus s'ils étaient bien traités? Combien à votre avis? Sur 10? Ah, 8 sur 10, qui dit mieux? 9 sur 10, adjugé. 9 clients sur 10 seraient prêts à payer plus s'ils avaient une meilleure expérience client. Alors, c'est presque tout. En tous les cas, c'est important. Alors, j'ai recherché dans les acteurs historiques, et notamment dans les premiers qui ont communiqué sur la communication et qui auraient pu être des consultants dans le digital. Et j'en ai trouvé un qui a parlé de l'opportunité de bien communiquer. Il n'a pas parlé de parcours client, mais il a expliqué pourquoi et quand il fallait communiquer. Il s'appelait Socrate. C'est le plus vieux, mais certainement le plus pertinent, qui a dit qu'il y avait 3 principes importants qui faisaient ou pas qu'on devait communiquer. Le premier, c'est qu'il fallait que l'information soit vraie. Le deuxième, c'est qu'elle soit utile. Le troisième, c'est qu'elle soit portée par des valeurs, par une certaine bonté. Dans votre parcours client, vous devez rassembler ces 3 critères. Et la vérité, pour la première, elle est difficile à démontrer. Le marketing moderne propose un chemin qui, en 4 étapes, organise la présentation de cette vérité. La première étape, elle consiste à communiquer. La deuxième, elle propose des interactions. La troisième, elle trie les clients par rapport à leur intérêt. Et la quatrième, les transforme en ambassadeurs, en influenceurs, et puis on peut recommencer. Vous avez vu, on pousse plus de l'information comme on faisait avant, on n'assène plus de la publicité. On fait venir, on mesure, on interagit et on propose à ceux qui en ont besoin. Et on prouve. On prouve parce qu'on propose une séance gratuite, on propose d'éprouver un logiciel, on propose de tester. C'est ça la vérité. C'est l'expérience vécue. Ça, c'est le premier principe pour prouver. Le deuxième, c'est faire parler les autres. C'est montrer des références. Aujourd'hui, 95% de la connaissance, selon un spécialiste de l'information, Alain Juillet, est disponible sur Internet. Ça veut dire qu'il suffit de faire des bonnes références, dans votre site, faire tout simplement un lien, et en plus, vous créez une toile, vous êtes visible, et la référence est un des piliers de ce qu'on appelle le référencement naturel. Il y en a 3. Le deuxième, c'est les mots-clés, vous les connaissez. Et le troisième, ce sont des techniques. Le référencement, le fait de faire appel à des références, est un des piliers. Donc faites-le, multipliez-le, vous prouverez et vous serez visible. Finalement, pour démontrer la vérité, comme dit Napoléon, il vaut mieux un schéma, un dessin qu'un long discours. Et là, VIP 360 le fait, apporte la réalité dans le virtuel pour démontrer l'hôtel que vous allez réserver pour être vraiment dans la situation de l'immersion. Il y a d'autres moyens de montrer la réalité. C'est d'aller chercher de l'information. Et aujourd'hui, les systèmes sont flexibles, les systèmes sont standardisés, de sorte qu'on peut aller taper des informations dans les grands systèmes pour en faire des nouveaux usages. J'étais en charge de la relation entre Thales et Amadeus, ici, de Société Antipolis, et j'en ai fait quelques années de travail, de nouveaux usages, en regardant les données qui étaient chez l'un,
Amadeus a des tas de données sur la réservation, l'avion, le rail et d'autres. Et Thales a des tas de données sur la position des avions dans les aéroports, sur les tablettes qu'on a en vol. Et j'ai simplement croisé et j'en ai créé des usages qui étaient intéressants ou pas, mais certains pouvaient faire des nouvelles opportunités. Donc la vérité, ça se fait en 3 étapes. La première, elle est marketing. La deuxième, ce sont des références. Et la troisième, ce sont des données, des nouveaux usages. Le deuxième principe, c'est faire quelque chose d'utile. Parce qu'on a tous des copains, on a tous un entourage qui a une idée. Je devrais faire ça, j'aimerais faire une application qui servirait à ça. Et alors on lui dit oui, tu as raison, c'est sûrement une très très bonne idée. On est un peu dubitatif. Certains sont un peu perchés, d'autres moins. Mais on se dit, est-ce que ça va marcher? Effectivement, il y en a certains qui ont un peu de moyens et qui font des applications pour de bon, et puis d'autres, effectivement, ça restera au cadre d'idées. Et même dans ceux qui font marcher, il y en a certains qui marcheront ou pas. Pourquoi? Parce que certains correspondent à un client, à un marché, certains sont utiles et puis d'autres pas. Alors vous me répondrez, comment on fait pour créer une application utile? D'ailleurs, est-ce une application? Est-ce qu'il faut avoir un préjugé? C'est du digital, ça peut être une application, ça peut être un site internet. Certains ont réussi grâce à un formulaire avec une seule case, Google, le marché. L'important, c'est de mesurer la pertinence de l'outil digital. C'est-à-dire que on va créer le plus petit, le moins cher, on va le mettre sur le marché. Comme on a créé une communauté, vous vous en souvenez, on va la faire réagir et on va comprendre à chaque nouvelle amélioration si ça marche ou pas, si ça a de l'intérêt ou pas. On va faire des propositions et on va voir des réactions. C'est le principe du Lean Startup, de l'amélioration continue. Et puis, finalement, on doit arriver à passer à l'échelle. Et là, c'est encore une autre histoire. On a créé une petite application qui marche bien, c'est un site, c'est un bot, il faut passer à l'échelle. Et là, il y en a certains qui vont marcher et d'autres pas. Ceux qui vont marcher, c'est ceux qui auront réussi à faire l'application idéale, qui répond à la bonne question. Et eux vont créer de la fidélité. Il y a plus de fidélité encore sur Internet que n'importe où ailleurs. Et ensuite, de la viralité, parce que sur Internet, ça va se propager. Et finalement, il y en a un qui remporte tout. On voit que sur les modèles, à chaque fois, il y a des compétiteurs et, comme disent les Anglais, one take it all. Donc, il faut être de cela. Et finalement, pour suivre Socrate, il faut faire des applications, des solutions digitales qui sont inspirées par des valeurs. Il faut s'appuyer sur ses responsabilités éthiques, manipuler les données de façon correcte, environnementale, on ne peut plus faire n'importe quoi, même le digital consomme beaucoup aujourd'hui. Et la responsabilité du chef d'entreprise est aujourd'hui d'avoir une vision et de laisser la machine, l'intelligence artificielle, faire ce qui n'est pas de l'ordre de la valeur, faire ce qui est automatisable. L'intelligence artificielle fera beaucoup et l'homme doit se concentrer sur l'humain. Quand on a mis des systèmes d'intelligence artificielle, des systèmes digitaux, il s'est passé des choses bizarres. Finalement, l'homme n'a pas été relégué. Chez Sephora, quand on a commencé à mettre des tablettes, des conseils, il n'y a jamais eu autant de relations entre les vendeuses et les clients. C'est devenu un sujet. Donc l'humain est resté. Chez Groupama, c'est Cécile, c'est Cerise, qu'on connaît bien. Ouais. Chez Atoll, c'est Adriana Carambeu. On la préfère. On remet l'humain au centre. Et donc finalement, l'humain reste important. Et dans ce parcours, on retrouve toutes les caractéristiques du besoin humain qui sont définis par Maslow. 1, c'est pouvoir répondre à ses besoins. 2, c'est créer une communauté. 3, c'est être reconnu dans cette communauté. Et 4, créer des solutions qui sont orientées par les valeurs, qui sont orientées par la réalisation de soi. Voilà quelques éléments pour construire un parcours client. Et pour plus, il faut payer. Merci. Alors, on interagit un peu, on pose quelques questions. On est au premier rang, au dernier.
Bonsoir à tous. Alors moi, donc, je suis Kevin Solaire, vous êtes grosso modo dans mes bureaux ici. Élise, qui est donc la représentante commerciale de nos bureaux sur Sofia, et Gildas, qui est l'un de nos partenaires, donc comme vous l'avez compris. L'idée, c'était aujourd'hui de vous faire avoir deux visions du parcours client, la nôtre et celle de Gildas, et c'est assez intéressant puisque dans chacune des deux, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez piocher, vous pouvez mettre en pratique, vous pouvez réutiliser. Donc l'objectif et la présentation telle que je vais la faire, on a l'habitude de faire différents types de pitch. Soit on fait des pitchs destination commerciale, c'est pas le but. Là, c'est vraiment à destination de vous donner des connaissances. Alors, étant donné qu'on a une audience qui est très éclectique, certaines choses peuvent vous paraître très simples, d'autres peuvent vous paraître compliquées. C'est aussi l'objectif. J'étais triste de voir qu'il n'y ait pas de questions. Moi, j'aime bien quand il y a des questions, parce que l'objectif, c'est encore une fois de co-construire cette présentation, mettre en pratique et en avant notre savoir pour que vous repartiez avec des choses à mettre en place chez vous dans votre stratégie. Donc, pour faire très simple, juste sur mon background, que vous compreniez aussi pourquoi on parle de ça, pourquoi on fait ça. Je suis un ancien de chez Google. On sait que la visibilité sur Internet, comme le disait Gildas, c'est ce qui est très important aujourd'hui, puisque si vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas. Sachant qu'aujourd'hui, c'est quasiment 100% des ventes sont faites sur Internet, ou en tout cas émanent d'une recherche qui est faite sur Internet. Par rapport à ce storytelling, il y a un premier point, on va peut-être parler chinois, mais le persona, c'est une notion que tout le monde ne connaît pas forcément et qui aujourd'hui est primordiale. Si vous ne savez pas définir un persona, c'est impossible que vous ayez des supports digitaux, quels que soient-ils, qui soient pertinents. Pour la simple et bonne raison que le persona, c'est qui ou c'est quoi? C'est votre client star. Le client star, on n'en a jamais ou très rarement un seul. C'est-à-dire que si je prends nos clients à nous, on va travailler autant dans l'industrie médicale qu'on va travailler dans la formation avec Eiffage ou qu'on va travailler sur de l'hôtellerie pour squeezebooking.com. Donc ces trois clients-là, qui sont des clients types pour nous, sont complètement différents, n'ont pas les mêmes mœurs, on ne va pas les récupérer de la même manière et on ne va pas avoir le même discours avec eux. C'est assez intéressant, peu importe le business dans lequel vous êtes, de refaire un point sur qui est mon persona et comment je le définis. Et ça, il y a une petite routine assez facile sur les questions à se poser. Je vends mon produit, à qui je le vends? Quel âge a cette personne? Qu'est-ce qu'elle consomme? Comment elle achète? Sur quel support elle navigue? Et ça, c'est la base de toute réflexion. Avant même de créer un site internet, si ça n'a pas été appliqué, c'est strictement impossible. En tout cas, vous n'aurez jamais les résultats que vous escomptez. On parle de ça sur le digital, mais c'est la même chose quand on fait un pitch commercial, que ce soit pour vendre du matériel de travaux ou des salles de séminaire. Si on ne sait pas qui on a en face ou leur méthode de consommation, c'est impossible d'aller les chercher, en tout cas de trouver les bons supports pour aller les chercher, même physiquement. On approfondit les connaissances sur eux en ayant certaines informations. Gildas avait une info très pertinente, c'est que tout se trouve sur Internet. La seule chose, c'est comment on cherche et qu'est-ce qu'on va chercher. Il faut savoir ce qu'on va chercher, savoir comment le chercher, récupérer l'information et la traiter. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain nombre d'informations pour créer une généralité, et Internet recèle l'information, pas toujours vrai. On corrèle les informations, on essaie de comprendre. Un autre point, c'est que donc voilà, on compile ces résultats, et après, on raconte une histoire pour ce persona. C'est-à-dire que ce persona, quand on sait qu'il a 45 ans, qui est CSP+, qui travaille dans telle industrie, etc., on va lui raconter une histoire qui va lui parler. Puisque si on le connaît, on sait quelle histoire fonctionnerait. Si je venais lui expliquer cette histoire, il se retrouverait dans cette histoire, et il se retrouverait client, ou en tout cas ambassadeur de cette marque. Ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'on se rend compte, parfois, on accompagne quand même beaucoup de gros groupes aujourd'hui, que leur définition du persona n'est pas forcément très claire. Et parfois, ils estiment que le persona n'en a qu'un seul. Or, la plupart du temps, et je serais assez curieux de voir si dans toute cette salle, il y en a un qui arrive à me dire non, j'ai un seul persona, il est identifié, c'est cette personne-là, c'est très très rare, sauf si vous êtes sur un marché ultra niche et que sur ce marché-là, vous vous adressez qu'à une personne qui a plus de 70 ans, qui va en EHPAD, qui a tel revenu médian, etc. Donc c'est quand même très spécifique. Donc il faut bien les définir, et parfois, en définissant ces personas, on se rend compte sur le troisième persona qu'on définit, qu'on estime être une cible secondaire ou tertiaire, ça s'avère être notre cible numéro 1, puisqu'on a réussi à leur parler plus facilement, et c'est une cible avec laquelle on arrive à interagir beaucoup plus facilement que certains autres personas qu'on s'est fixés comme étant la clé, mais qui en fait sont très compliqués à toucher. C'est toujours un ratio. Si j'en estime 3 différents, et qu'au final le premier, qui est 80% de mon chiffre d'affaires, ou en tout cas de ma prévision de chiffre d'affaires, je me rends compte qu'il nécessite énormément d'investissement en com pour aller le chercher, je préfère aller chercher le troisième, augmenter ma masse sur ce troisième-là, qui me coûte peut-être moins cher et qui est beaucoup plus facile à aller chercher. C'est très intéressant de commencer par cette démarche-là. Et nous, même en interne, c'est des choses qu'on va faire tous les 6 mois ou tous les 1 an, en se reposant la question, est-ce qu'aujourd'hui le persona qu'on avait
quand on a commencé l'année est toujours le même aujourd'hui. Et faites la démarche parce que vous allez vous rendre compte, de manière générale, que ce persona, il évolue énormément. À cause d'Internet, à cause de plein de choses. On va donner une data assez sympa. En général, j'aime bien poser la question. Est-ce que vous connaissez l'âge moyen des personnes qui sont sur Facebook? 40. La quarantaine. Putain, ils ont des bonnes réponses. Non, c'est 45 ans, à peu près 46 ans. Il y a de ça 2-3 ans, on était plutôt de l'ordre de 18-25 ans et avant on était même un poil plus jeune. Et ça s'explique assez facilement, on en rigole souvent. C'est de se dire, c'est ma génération où on s'est mis sur Facebook, nos parents se sont pointés pour nous fliquer et là on s'est dit merde, il faut qu'on trouve autre chose. Donc en fait, c'est la génération de mes frangins qui eux sont arrivés plutôt sur Snapchat. Donc en fait, il y a toujours un décalage. Et au final, Facebook, là on se dit, bon, c'est que des jeunes en fait aujourd'hui, c'est pas vraiment que des jeunes, c'est plutôt les parents des jeunes, pour pas citer un autre terme et pas me faire tuer. Et après, il y a un autre levier qui marche, c'est plutôt Snapchat si on va aller voir les jeunes. Donc c'est intéressant de se reposer la question sur ce persona puisqu'il évolue avec le temps. Et ses mœurs évoluent aussi. Et Instagram aussi. Instagram, bon après, je vais pas tous les faire, parce qu'il y a VK, il y a tous les autres. Par rapport à ce persona, on va lui parler avec différents types de contenus. Ces types de contenus, j'aime bien les subdiviser en deux parties. La première, c'est ce qu'on appelle le contenant. Le contenant, c'est où je vais mettre mes contenus. La plupart du temps, c'est site internet, blog, réseaux sociaux. On va tourner autour de ça, parce qu'on parle de digital aujourd'hui. Et après, il y a les contenus qui, eux, se subdivisent en trois parties. 1, les médias, 2, le rédactionnel, et 3, la partie plutôt tech. Encore une fois, si je n'ai pas identifié mon persona en amont, c'est impossible pour moi de savoir si je dois mettre des efforts ici, là, ou peu importe. C'est très compliqué. Donc on doit essayer de comprendre si aujourd'hui je m'adresse à une cible très jeune, etc. Je vais en mettre beaucoup là-dessus et là-dessus, puisque je sais qu'ils lisent très peu les jeunes. Donc je vais éviter de leur faire du contenu écrit, si ce n'est pour faire plaisir à Google. Donc je saurai pourquoi je fais une action. La plupart du temps, les actions de marketing de ce type-là, et même sur du grand groupe, assez étonnamment, sont faites sans réellement avoir une roadmap qui est identifiée, qu'une ligne de conduite, où on sait pourquoi on fait telle ou telle action. On le fait parce qu'on nous dit qu'il faut faire du contenu, c'est bien, Google aime ça. Faire du contenu pour faire du contenu, ça n'a aucun sens. Même si vous êtes présent sur le web, vous êtes très visible et qu'au final vous avez un site internet qui ne parle pas à votre consommateur, il va arriver sur votre site, il va dire c'est bien, et alors, et il va repartir. Faire des visites pour faire des visites, ça n'a pas vraiment de sens. Il vaut mieux faire moins de visites pour que quand il arrive, il dise ok, ça me parle, je me sens identifié, donc je vais consommer. Si on décline tout ça, en reprenant le contenant, le site internet, on va faire une petite aparté sur un peu ce qu'on fait nous, où là sur la partie site internet, on fait des choses un peu différentes. Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant, qui a été fait sur un domaine où sur la partie tech, aujourd'hui il y a de nouvelles possibilités de faire des choses en termes de web qui sont un peu plus dynamiques, notamment là où directement dans le bandeau du haut, vous pouvez naviguer et en fonction de où vous allez avoir à chaque fois un bandeau du haut qui va vous permettre de visiter directement l'endroit dans lequel vous vous situez. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer là et vous allez faire l'expérience complète. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'aujourd'hui, on se dit tous, bon ben voilà, je fais du site web c'est classique, mais il y a toujours moyen de trouver des choses différentes. Puisque eux se sont dit, on est Trustquote, on veut aller chercher nos clients, mais on ne sait pas comment les amener vers un média un peu différent, sur lequel ils vont passer du temps, ils vont s'identifier, ils vont se sentir identifiés, ils vont pouvoir consommer à la finalité. Data importante, plus longtemps un internaute passe de temps sur votre média, site internet, réseaux sociaux ou autre, plus vous avez de chances qu'il convertisse. Et c'est exponentiel. Donc il faut le faire rester longtemps. Pas parce qu'il a oublié ou qu'on lui a enlevé la souris qu'il ne peut plus sortir, mais parce que ce qu'il trouve comme contenu à l'intérieur, ou en tout cas ce qu'on lui dit, va lui paraître pertinent. Et ça nous emmène à la page suivante. On rentre sur les différents types de contenus. Le numéro 1, c'est le média. Je vous ai à chaque fois résumé un petit peu les avantages et les inconvénients, puisque je suis toujours parti, et on est parti ensemble en faisant cette présentation d'une démarche en se disant, si tout ce qu'on vous montre, vous voulez le mettre en place, quels sont les avantages et les inconvénients? Il y a des choses qu'on peut faire in-house, on peut faire seul, ou en tout cas en internisé, et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Les médias, c'est quoi? Ça va être vidéo reportage, vidéo vlog, podcast ou photo. Pour info, la vidéo vlog, pour ceux qui ne savent pas, c'est typiquement, je fais un selfie, je me prends en vidéo, je raconte un petit peu ma journée. Documenter sa journée, c'est la grosse tendance en ce moment, parce qu'on va expliquer un petit peu, et on veut faire passer nos prospects et nos clients, en tout cas notre persona, on veut le faire passer du temps avec nous, pour qu'ils s'identifient à notre expérience, etc., notre façon de traiter les dossiers, puisque c'est important. Si on vous montre un petit peu le backstage de ce qui se passe chez nous, et nos prospects aiment bien le voir, parce qu'ils disent « Ah ok, bon c'est clean, il y a ça qui se fait, etc. » C'est important. Donc ça, c'est
c'est une notion qui est hyper importante là-dessus. Après, sur la partie reportage vidéo, c'est classique, c'est standard. C'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé. Et on avait une réflexion en interne la dernière fois en disant bon, la vidéo, au final, ça s'est hyper démocratisé, puisque pour 400 euros, vous avez un beau réflexe qui vous permet de faire des vidéos. Mais au final, il y a très peu de boîtes qui le font en interne. Et la raison, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, certes, vous avez une qualité d'image facilement qui est top, mais pour que ça ait de la gueule et que ce soit pro, c'est vachement complexe. Et si vous ne faites pas correctement, ça fait assez guignol. Et ça, c'est une problématique. Donc, c'est comment j'arrive à rester professionnel sans prendre vraiment de risques, puisqu'encore une fois, tout ce qui marche dans le positif marche dans le négatif. Mon contenu, s'il est mauvais, les gens partent encore plus vite. Je donne une mauvaise image de ma marque. Et encore une fois, il y a des hôteliers, un mauvais commentaire sur TripAdvisor ou sur Google ou n'importe où, c'est très compliqué à s'en dépêtrer, malgré un bon nombre de bons commentaires juste derrière. Donc c'est très important, encore une fois, d'avoir des contenus pertinents. Les avantages par rapport à ça, tout ce qui va être médias, photos, vidéos, etc., ça va permettre d'augmenter le référencement naturel. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, parce que je pourrais en parler des heures et c'est une passion. Mais grosso modo, ça va vous permettre, comme le disait Gildas, de créer une toile autour de différents éléments et ça va vous donner plus de présence sur le web. C'est ce qu'on cherche tous aujourd'hui. Présence, mais présence calculée, puisqu'encore une fois, si mon persona a bien été identifié, je sais où je dois aller le chercher. Aujourd'hui, avec cette agence, si je vais me référencer sur automobile, enfin, je m'en fous, c'est pas mon cœur de métier. Je préfère aller me référencer sur des mots qui correspondent à mon persona et sur des accès qui me correspondent. On va améliorer l'expérience client, puisque forcément, on a des contenus de qualité, donc ça nous donne envie d'aller plus loin. Et on va pouvoir faire ça sur les réseaux sociaux, ce qui va créer de la viralité. Viralité, c'est marrant, c'est un mot qui est pas reconnu par les dictionnaires, mais ça veut dire l'augmentation de la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux de manière exponentielle, sans faire aucun effort. Les inconvénients de ça, c'est que c'est difficile d'avoir une ligne éditoriale et de trouver du contenu à produire. On a tous voulu faire un blog, un machin, une chaîne YouTube, et puis au final, on se rend compte qu'au bout de 2 vidéos, bah, on est moche sur la vidéo, et en plus de ça, ce qu'on raconte, c'est pas hyper intéressant. C'est un vrai métier, c'est hyper complexe, et ça s'improvise pas, et si on le fait mal, encore une fois, mauvaise image, donc mauvais retour. Ça nécessite un savoir-faire, la production elle est assez coûteuse quand on veut faire des choses récurrentes, puisqu'encore une fois, si je fais du contenu pour en faire une fois tous les 6 mois, c'est compliqué. La meilleure maxime avec ça, c'est combien de fois je suis allé au restaurant, et avant d'aller dans le restaurant où je voulais aller, je vais sur Facebook, et je vois que depuis 6 mois, il n'y a pas un seul post qui a été fait, j'estime qu'il est fermé. Mauvais réflexe, c'est faux, il n'est pas forcément fermé, par contre on est beaucoup à le faire ce réflexe-là, et donc du coup on ne va pas dans ce restaurant-là. Donc encore une fois, si on prend cette démarche d'aller dans ce sens-là, il faut le faire jusqu'au bout, sinon on ne le fait pas du tout. Ensuite, sur la partie rédactionnelle, alors ça c'est pareil, c'est un super sujet le rédactionnel, puisque dans les avantages, c'est hyper simple, on prend un stagiaire sur 6 mois qui sait à peu près écrire, on fait du contenu. Je critique pas du tout ça, au contraire, je pense que ça peut être un vrai levier, vous pouvez mettre en place facilement, et un stagiaire de 6 mois, c'est 527 €, donc ça coûte pas grand-chose, et ça a un vrai impact sur le référencement d'un site internet, et sur l'image que vous dégagez. La seule chose, et je vais le contrebalancer tout de suite avec différentes choses, c'est la ligne éditoriale encore. Ça coûte cher à externaliser, bon ça on s'en fiche, c'est les fautes de frappe, la syntaxe et l'orthographe. Parce que ça paraît beau au début, et puis quand on contrôle pas, on se rend compte qu'on a 50 000 fautes, et au final, c'est assez compliqué. Et si on se retrouve à devoir tout contrôler, ça prend beaucoup de temps, donc au final, on aura meilleur temps de tout écrire soi-même. Donc c'est, encore à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients, et en fait, en fonction de son persona, de ses objectifs qu'on a définis initialement, on va adapter les contenus qui nous correspondent. Très souvent, la réponse pourrait être « faut tout faire ». La seule chose, c'est qu'il y a des priorités qui sont budgétaires, de ressources de temps, et après de savoir-faire, si on veut essayer d'internaliser un maximum de choses. Par rapport à ça, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, en termes de SEO, c'est excellent, mais il y a certaines prérogatives à respecter, qui sont notamment des sujets d'actualité. Attention à un point clé que je vous donne, ça s'appelle le duplicate content chez Google. Il adore ça, c'est-à-dire que si vous trouvez un article qui est hyper cool, vous le copiez-collez sur votre site ou votre blog, vous vous faites massacrer. Donc duplicate content, c'est l'horreur. Pour la petite anecdote, ça vous servira peut-être un jour, Google avait fait la même chose avec les mots-clés. Il y a eu une super astuce, à un moment des Américains faisaient ça, c'était génial. On se disait il faut faire plein de mots-clés. Si on a des mots-clés, ça nous permet d'être bien référencés. Alors ce qu'ont fait les gens, étant donné que Google ne voulait pas que ces mots-clés soient visibles, ils ont fait plus simple, ils se sont dit on va faire du mot-clé blanc écrit sur blanc, comme ça on ne les verra pas, mais ils seront indexés dans mon référencement. Donc ça, Google, c'est pareil, on appelle ça du ghost, il a massacré ça. Le duplicate content en fait partie. Donc faites très attention. Un article, si vous reprenez un article qui existe, il faut le réécrire. Il faut le réécrire, il faut respecter les 300 mots minimum, il faut être dans les mots-clés pertinents par rapport à son persona à nouveau, en intégrant ce qu'on appelle du call to action. Call to action, c'est pas pour faire du franglais, mais c'est les mots, le bouton qui vous permet d'aller jusqu'à la conversion.
Je fais un article sur mon hôtel, j'explique tel hôtel, nous on a une spécificité, on est sur un golf, on a un spa, etc. Le call to action, ça m'explique qu'en ce moment j'ai Black Friday, j'ai moins 10%. C'est un call to action qui me permet d'arriver jusqu'à la conversion de l'achat de ma chambre d'hôtel. Et ça s'applique à tous les secteurs d'activité. Voilà, par rapport à ça, c'est assez simple. Le rédactionnel, c'est une base qu'on doit tous avoir, forcément. Plus ou moins de rédaction à faire en fonction des sujets et des objectifs qu'on se fixe. Maintenant, c'est primordial. Un site internet sans texte ne fonctionne pas en termes de référencement. Après, sur de la techno, ce qui est plus notre aspect à nous, enfin on va dire c'est plus notre cœur de métier, c'est intéressant puisque Google valorise ces nouveaux médias. Ça change. Et au-delà de Google et de l'aspect SEO, puisqu'on a vu le rédactionnel est quand même un des éléments très forts là-dessus, les nouveaux médias, notamment la réalité virtuelle, la vidéo 360, la photo 360 et ces médias-là, sont sympas puisqu'ils vont surtout augmenter l'expérience client. Comment ? Typiquement le site que je montrais tout à l'heure, on n'a pas l'habitude de voir ça. Ça plaît ou ça plaît pas, mais l'avantage c'est quand on le voit, on s'arrête dessus, on essaie de comprendre. Le fait que j'ai réussi à attirer l'attention de mon internaute, déjà je vais foncièrement diminuer ce qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond c'est quoi ? C'est le nombre de gens qui viennent sur votre site, sans avoir cliqué nulle part, ils se cassent. Ça on essaie de les éviter, puisque Google le sait, et s'il sait qu'il y a beaucoup de taux de rebond, pareil, encore une fois, il vous massacre sur le référencement. Est-ce que vous avez une idée du taux de rebond moyen sur un site internet en France ? En pourcentage. C'est-à-dire combien de visiteurs sur 100 ou sur 10, à peu près, viennent et s'en vont directement ? 80. Tu vas avoir la réponse ? 60%. C'est ça. Grosso modo, dans les 60%, après ça dépend des secteurs, e-commerce, pas e-commerce, et ça dépend du presta web, s'il a bien fait son boulot ou pas, et si on a bien défini son persona. Vous imaginez que ça veut dire qu'il y a plus d'un client sur deux, quand il rentre sur votre site, il clique nulle part, il s'en va. C'est frustrant quand même. Et à un moment, on a fait beaucoup d'efforts pour l'attirer jusqu'à nous, parce qu'on était visible, etc. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, en rédaction, en site internet, en pub ou autre, pour qu'au final, ils viennent et qu'ils s'en aillent. Donc là, il y a une notion qui est hyper importante. Beaucoup de gens s'arrêtent à ça, mais n'essaient pas de le comprendre. On le comprend par rapport à l'expérience qui est vécue, qui parfois est standard à ce qu'on avait vu avant. Si c'est une histoire de prix, bon, on ne le considère même pas dedans, puisque là, c'est pas de votre faute directement. C'est juste que le client n'était pas ciblé par rapport à ça. Donc encore une fois, on revient sur le persona. Si j'ai bien ciblé mon persona, la personne qui vient, elle est qualifiée, elle doit rester, elle doit acheter. On va pas faire du 100%, mais l'objectif, c'est quand même de diminuer ces 60%. En termes de conversion, vous avez une idée ? C'est-à-dire combien sur 100 personnes qui rentrent sur un site internet vont aller jusqu'à l'achat ? Achat ou conversion ? Sur Internet. Sur un site lambda ? 1 sur 100. 1 sur 100. 10%. 1 sur 100. Non, c'est pas 10%, c'est 1%. 1%. 1%. 1%, ça veut dire que vous avez 1% qui vont convertir, sachant qu'en plus, vous avez déjà plus de la moitié qui se sont barrés avant même de venir. Donc, ça veut dire qu'on a tiré quand même beaucoup. Donc, en général, il y a deux aspects sur lesquels on travaille. Enfin, trois aspects. Un, c'est la visibilité, attirer du monde. Deux, c'est que les personnes passent du temps pour convertir. Et trois, c'est qu'ils aillent jusqu'à la conversion. Et ces trois aspects-là se justifient par rapport à tout ce que je suis en train de vous montrer là, notamment. Là, on voulait ajouter un point qui était hyper important. Tous les contenus que j'ai mentionnés avant, le podcast aussi en est un, sont transformables dans tous les types de contenus. C'est-à-dire que si je fais une vidéo, je peux en faire un blog ou en tout cas un article, je peux en faire une photo, je peux en faire un podcast. C'est en ça où il y a la beauté du contenu, puisque au final Google ne le verra pas du tout comme la même chose. Et l'internaute, en fonction de qui est mon persona, va pas forcément aller voir le même contenu au même moment. Personnellement, je sais que je passe beaucoup de temps sur LinkedIn le matin ou le soir en lisant des articles, pour préparer ma journée, ça me permet de lire des choses qui sont intéressantes. C'est pas des moments forcément où je vais pouvoir écouter un podcast, puis je suis encore dans le lit et j'ai ma femme qui dort à côté. Maintenant, le podcast, je vais plutôt l'écouter le midi quand je vais être en train d'avoir ma pause déj et qu'il y a des choses qui vont me remotiver dans ma journée, qui vont me donner des infos. Donc il faut avoir tous ces types de contenus en fonction, encore une fois, du persona et des éléments qui vont le toucher dans la journée. Juste un petit point là-dessus pour aller très vite. On a ce qu'on appelle le macro et le micro-contenu. Le macro, ça va être le contexte. Je contextualise autour de différentes infos très larges. Et le micro, c'est là où je vais cibler. C'est en général là où je vais être pertinent sur un ou deux mots-clés spécifiques sur lesquels je vais me positionner. Si c'est un Black Friday spécifique hôtellerie, c'est le moment où je vais mettre un article vraiment spécifique lié à ça. Sinon, c'est juste que je fais de l'hôtellerie. Si je le résume assez simplement. C'est hyper important de faire les deux en fonction de ce qu'on veut obtenir et atteindre. Et on se rend compte parfois que le micro-contenu nécessite énormément d'investissement dans des petits mots-clés très niches, pas forcément beaucoup de retours. Et à l'inverse, dans d'autres activités, le micro-contenu, c'est un mini-article sur une niche
mais on a une conversion qui est énorme, on rentre à 70% de conversion, puisque l'article parlait tellement aux gens qui sont venus, même s'il y a peu de monde qui viennent, qu'ils convertissent tous. Ça, c'est tout ce que je vous dis, c'est de la logique, vous dites tous, oui, mais c'est simple. Et au final, quand on réfléchit à ça, on est peu à réellement respecter toute cette ligne de réflexion avant de lancer ou des produits, ou en tout cas faire un breakdown de ce qu'on a actuellement comme support. Pour faire très simple, j'ai mis un petit use case juste pour vous montrer, pour ceux qui veulent essayer de jouer, il y a quand même des cadeaux sympas à gagner en ce moment, c'est un de nos clients. The Set Hotel, il y a 3 hôtels, et ils nous ont mandaté en disant voilà, on a 3 hôtels. Le Lutetia, pour ceux qui ont entendu, il est passé Palace à Paris il n'y a pas longtemps, donc c'est un hôtel qui est assez connu. On nous a dit voilà, on fait une opération à Noël, on voudrait surprendre nos utilisateurs, notre persona, nos visiteurs, etc. avec quelque chose d'un peu différent. Et surtout, on voudrait leur faire comprendre qu'on est une chaîne de 3 hôtels à Paris, à Londres, à Amsterdam. Comment on arrive à toucher les gens qui peuvent aller dans un hôtel pour aller dans un autre hôtel, etc. Et leur montrer qu'on a les mêmes standards. Et surtout qu'aujourd'hui, on n'achète plus l'hôtel, on achète la destination et inversement. Donc c'est assez compliqué puisque je ne vais pas forcément fixer mes vacances sur un hôtel qui me plaît, mais sur une destination. Et après, c'est les hôtels qui jaugeront vraiment la véracité des choses. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit jeu. Je vais vous montrer ce qu'on a fait, hein. Ça aura du sens. À gauche, sur l'image. Ah, sur l'image. Je suis comme vous, je découvre la présentation aujourd'hui. Donc... Alors, est-ce que c'est celui-là le jeu? Non, c'est pas celui-là. C'est la première image. Je sais pas. Je l'ai ouvert, premier onglet, je crois. Deuxième. Ah, bah il est là. Alors, donc on a le jeu ici qui nous permet de découvrir en fait à 360 directement un hôtel. Je vous rassure, il neigeait pas vraiment ce jour-là. Et l'objectif, c'est à chaque fois on a un indice avec un objet à trouver. Quand on trouve l'objet, l'objectif c'est que tout le monde trouve l'objet bien entendu, puisque plus de personnes jouent, plus on aura une base de données qualifiée qu'on pourra bien entendu embêter tous les week-ends avec des super SMS, des mails, et des pigeons voyageurs et tout ce qu'on veut. On trouve les choses. Eux, ce qu'ils voulaient absolument, c'est qu'on parlait de contenu, il y ait toute l'histoire autour de certains objets clés, parce que ce sont des hôtels qui sont historiques. Donc c'était hyper important dans leur ligne éditoriale qu'à chaque fois on explique ces choses-là. Et une fois qu'on a joué, voilà, on remplit ces coordonnées, et derrière on crée une base de données qualifiée. Ça, c'est un exemple parmi 1 million de choses qu'on peut mettre en place, un peu différentes, plutôt que de voir les jeux classiques d'un truc à gratter ou ce genre de choses, pour impliquer la personne et pour surtout lui donner une notion historique autour d'un établissement qui valorise justement cette notion historique. Il y a des moulures spécifiques, il y a des tableaux, il y a des choses comme ça. Voilà grosso modo par rapport aux éléments que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que l'objectif, ça reste quand même d'échanger. S'il y a des questions, ne faites pas le même coup. Ah, putain, il me faut le même coup. Bon. Une question peut-être intéressante qui pourrait se poser. Ce jeu, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? Ils le diffusent comment? Principalement sur les réseaux sociaux. Après, il y a une partie sur le site internet, mais on a un avantage et un inconvénient quand on travaille avec des hôteliers, c'est que très souvent ils font partie de grandes marques avec des standards qui sont régis par des sièges qui sont n'importe où, et c'est assez compliqué. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que notre métier, c'est aussi de trouver des leviers d'action. Leur clientèle est principalement sur Facebook et sur Instagram, beaucoup sur Instagram, donc on va marketer toute cette offre-là et ce jeu-là sur des médias comme Instagram avec eux, pour renvoyer les gens vers cette expérience-là. Ils sont sur leur mobile et ils peuvent après derrière découvrir les hôtels. Et c'est assez intéressant puisque, une notion juste qu'on n'a pas forcément mise en avant, mais il faut toujours monitorer ce qu'on fait. Monitorer, ça veut dire quoi? C'est regarder en termes de statistiques toutes les actions qu'on a faites, si ça a marché, si ça n'a pas marché. Encore une fois, ça paraît tout bête, hein, on se dit tous, bah oui, c'est logique. Mais au final, regardez les 5 dernières actions que vous avez faites, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment des statistiques et que vous avez tiré une conclusion de savoir si ça marchait, ça ne marchait pas, en termes d'argent, si ça a plu à tout le monde, etc. Et pourtant, ça reste la base. Comment faire une opération après celle que je viens de faire, si je ne sais pas ce qui a marché, ce que je dois reproduire, ou ce qui n'a pas marché, et tirer une conclusion de mes erreurs. Justement, comment on mesure? Comment on mesure? On mesure avec Google Analytics notamment. Après, encore une fois, il y a une notion par rapport à ça qui est assez complexe, c'est que on a tous fait plus ou moins une formation Visiplus ou autre, on a tous plus ou moins lu 10 000 articles sur Internet, donc on s'improvise analyste, et c'est pas si simple. Aujourd'hui, si je vous dis j'ai 3,8% de taux de rebond ou 12,4%, vous allez me dire ouais. Et alors?
c'est surtout de comprendre pourquoi il y a un écart entre les deux, qu'est-ce qui donne ce taux de rebond-là, et est-ce que ce taux de rebond-là, il est dû à une erreur, à un bug, est-ce qu'il est dû à une faute d'orthographe, est-ce qu'il est dû à j'ai pas bien identifié ma cible initialement ou pas. Et c'est là où toute l'expertise rentre en compte. Disons que l'objectif, c'est quand même de vous donner beaucoup de pistes sur des choses, des réflexions que vous pouvez avoir et qui vous amènent à d'autres choix derrière, de dire est-ce qu'on internalise, est-ce qu'on externalise. Mais la plupart du temps, sur la partie compréhension de data, ça se co-construit toujours avec un partenaire. Pour la simple et bonne raison que vous avez la compréhension de votre métier, et lui, il a la fraîcheur de ne pas être dans votre métier, justement, où là, tout de suite, on arrive à voir des choses que quand on est dans un métier, on prend l'hôtellerie, mais quand on est hôtelier, on est toujours focus sur les mêmes chiffres, alors que nous, quand on est externe, on voit tout de suite, ah maintenant, il y a ça aussi. Ah oui, bah, j'y avais pas pensé, puisque moi, ça me sort en fait de mon giron. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau de l'animation justement d'un site, au niveau de l'actualité, c'est une actualité par jour, quelle est la bonne mesure suivant peut-être les activités, c'est ça? Bah, tout va dépendre combien comment. Ouais. Combien vous êtes prêt à mettre, et surtout, qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat. Quand je dis combien, c'est pas forcément de l'argent, c'est du temps, l'investissement, c'est plein de choses. Mais si vous êtes aujourd'hui, admettons, pour le site Nice Matin, s'il y a, je sais pas, 15 demandes de devis par semaine, et que l'objectif c'est de le doubler, versus c'est de passer à 20, les efforts qu'on va mettre en face ne seront pas les mêmes. Alors on peut trouver des choses qui parfois, hop, il y a un déclic et puis on fait exploser les chiffres parce que c'est un truc qu'on n'avait pas compris. C'est quand même très rare, puisqu'en général, il y a quand même beaucoup d'informations sur Internet et on est quand même tous un minimum renseignés pour éviter les grosses erreurs. Bien que parfois on soit surpris, mais en fonction des objectifs qu'on veut se mettre, ce qu'on appelle les KPIs, vont nous permettre de nous dire, ok, je suis là, je veux arriver là, mon persona c'est lui, je fais une corrélation de ces trois choses-là, j'ai un budget ou en tout cas des efforts à déployer pour arriver à mon objectif. Et on monitore, puisque bah, si on se met cet objectif-là sur un an, au bout de 6 mois, on se dit on en est là, est-ce qu'on continue? Si on continue, est-ce qu'on arrive à l'objectif fixé ou pas? Encore une fois, tout paraît très simple dans ce que je dis, mais au final, ce sont des banalités qui ne sont pas forcément les plus simples à mettre en place.